On passe à la 11e histoire. Bonjour DMG, vraiment merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Faut dire que ça édifie beaucoup, ça édifie. Alors likez, partagez, vraiment max de partage pour que ça puisse édifier d'autres personnes. Alors moi j'ai une histoire, c'est mon histoire moi, voilà. Et ça fait déjà 2 ans que j'ai pris une maison, je suis en location. Mon petit ami, c'est un homme en tenue. Et chez nous, les hommes en tenue ont droit à une maison. Et avant d'habiter la maison, il y a des documents administratifs qu'il faut faire. Et donc après avoir eu la maison, il n'est pas avec moi, il ne vit pas avec moi. Lui, il vit à l'intérieur et moi, je suis à la capitale. Et donc, il me charge avec une procuration de faire les papiers de la maison pour pouvoir occuper. Mais voilà, alors en train de faire les papiers de partout. Et pour faire les papiers, il faut croiser le propriétaire de la maison et tout ça. Et dans cette démarche des papiers là, le propriétaire de la maison commence à me courtiser. Faut dire que c'est un homme d'un certain âge et moi je suis dans la trentaine. Et franchement, ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Voilà. Vous connaissez un peu nous les filles avec les longs yeux. Il a commencé à me faire des cadeaux. Je lui ai dit, mais vous savez que je suis avec quelqu'un. Il me dit, non, ça ne me gêne pas. Je précise qu'il a deux femmes. Et chacune de ces 2 femmes habite une duplex que lui-même il a construite et tout ça. Et dans mon quartier, quand il arrive, les gens parlent de lui. Ah, ce monsieur, il a l'argent, il a beaucoup d'habitations. Voilà. Vous voyez, nous les filles, avec le long yeux, on commence déjà à être emballées. Je me dis que, j'ai déjà le gros lot. Et donc, le monsieur, il me fait des cadeaux tout le temps. Alors, il me fait des cadeaux tout le temps. Chaque semaine, il m'envoie un carton de poulet. Bref, il me faisait beaucoup de cadeaux, d'argent et tout ça. Un jour, il m'invite à manger. Je vais, on mange, on cause. On finit le rendez-vous. Le monsieur mettant une enveloppe. D'accord? Je prends l'enveloppe, il m'arrête un taxi. Je rentre chez moi. Dans le taxi, je compte l'argent. 1 600 000. Ha! Je suis contente. Je me dis que, j'ai touché le gros lot. D'accord, je commence à m'intéresser un peu à lui. J'explique ça à une de mes copines. Ma copine me dit que, tu as touché le jackpot, ma copine. Il ne faut pas le laisser. Il faut connaître un peu les camarades, un peu. Voilà. Donc, je commence un peu à m'intéresser au monsieur. D'accord. Une deuxième fois, il m'appelle, je crois, 2 ou 3 semaines après. Il m'appelle, il me dit que il veut me croiser. J'ai dit que, d'accord, pour quelqu'un qui me donne beaucoup d'argent comme ça, si je vais à son rendez-vous encore, il n'y a pas de problème. Je vais à son rendez-vous, on mange comme d'habitude, on mange assez, vraiment, on a mangé. Quand on finit, il me dit que non. Pour moi, il allait me mettre dans un taxi et partir. Il me dit qu'il veut qu'on aille se reposer. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Je me dis que pour un seul rendez-vous, il m'a donné 1 million et quelques. Vraiment, si je couche avec lui, ça sera encore plus. Donc, j'accepte. On va à l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel, moi, je décide d'aller me rincer ou tout ça. Il me dit non, que ce n'est pas la peine, je ne suis pas sale et qu'il peut me connaître comme ça. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur, lui, il rentre dans les toilettes. Il a duré. Et bizarrement, je l'entends parler, je lui pose la question. Mais tu parles avec qui, bébé? Il me dit que non, il n'y a rien. Je suis content de te voir ici.
Donc, je parle seul un peu en langue. D'accord, je ne prête pas. Mais bizarrement, quand j'étais couchée, je me disais, il y a quelque chose qui me disait dans mon fond intérieur, mais qu'est-ce que tu viens faire ici pendant que ton petit ami te donne presque tout ce que tu veux? Bon, je n'essaie pas d'écouter un peu cette voix-là. Je laisse. Le monsieur, il vient. On fait ce qu'on a fait. On finit. Il me dit que il a un fantasme qu'il veut réaliser. Je dis que, ah bon, quoi? Faut dire que moi aussi, je ne suis pas timide au lit. Voilà. Je dis que, oh, c'est quoi? Il me dit que je veux juste cracher dans ta bouche. Je dis que, oh, c'est quoi ça encore? Il me dit non, ouvre seulement la bouche. Je veux juste cracher dans ta bouche et c'est tout. Je dis que non, 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 je ne fais pas ça. Je ne veux pas. Il me dit, mais on s'est déjà embrassé ou tout ça. Ça ne fait rien. De toutes les façons, on a déjà échangé la salive. Je dis oui, s'embrasser, c'est mieux que cracher dans ma bouche. Il me dit, bon, et pour juste cracher dans ta bouche, je vais te donner 1 million. Ça a tiré, j'ai tiqué. Il dit, juste cracher dans ma bouche 1 million. J'ai dit que non, je ne veux pas. Il me dit, bon, que je vais te donner 2 millions pour ça. J'ai dit non. Il a commencé à être un peu furax. Non, c'est tout ce que je te demande. Si tu ne veux pas, ça va mal se passer ici. J'ai commencé à trembler sur moi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais d'abord, laisse-moi me préparer. Il me dit, bon, ok, d'accord, tu as 5 minutes pour réfléchir. DMG, je ne sais pas comment je me suis arrangée. Le monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, ok, je vais dans les toilettes, je vais faire pipi rapidement et sort et venir. Je dis, ok. Quand le monsieur est rentré dans les toilettes, je me suis emballée avec les draps. J'ai pris mon sac à main. C'est comme ça que je suis sortie. Je vous jure que c'est dans l'allée de l'hôtel que je me suis habillée. Et quand je suis sortie, j'ai couru comme je pouvais. J'étais avec les talons, mais j'ai jeté les talons et j'ai commencé à courir. Je suis sortie du complexe hôtelier. À la réception, j'ai croisé un monsieur. Il me dit, mais tu fais quoi ici? Pourquoi tu cours? J'ai dit, non, 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 que je ne peux pas expliquer. Je cours, je sors du complexe hôtelier. J'emprunte un taxi, là. Dieu merci, moi j'avais de l'argent dans mon sac. J'emprunte un taxi en course rapidement. Je vais directement chez ma grande soeur. Je ne vais même pas chez moi, je vais directement chez ma grande soeur. J'explique le problème à ma grande soeur. Ma grande soeur me dit que ok. Pendant que j'étais dans le taxi, le monsieur, il m'appelait. Je n'ai pas décroché et il m'envoie un message. Il me dit que oui, moi j'ai gâté ce que lui voulait faire. Quand j'ai vu ce message, j'ai eu froid dans le dos. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis parti faire dans ça? Quand je suis arrivée chez ma grande soeur, je lui explique le problème. Ma grande soeur me dit, ok, on va aller voir un homme de Dieu là, et puis on va lui expliquer le problème. On arrive chez l'homme de Dieu, je vous jure, on n'a encore rien dit à l'homme de Dieu. C'était autour de 17h, 18h. On n'avait rien dit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit que tu viens d'échapper à un rituel satanique, ma fille. Tu viens d'échapper à un rituel satanique. Que ce monsieur-là voulait te sacrifier dans le monde spirituel pour de l'argent. Ce qu'il t'avait demandé de faire, si tu avais accepté, tu n'allais plus jamais te retrouver. Tu allais tomber malade, aller de maladie en maladie jusqu'à mourir. Que Dieu était avec toi. Depuis ce jour-là, on a prié avec le monsieur, tout ça. Il m'a fait des prières, on a fait tout. Et je vous jure que depuis ce jour, le monsieur ne passe plus devant ma cour. Il ne passe plus devant ma cour. Et moi, j'ai dit à mon petit ami que je voudrais qu'on déménage. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que non, je ne me sens pas dans le quartier, que je ne me sens pas en sécurité. Ou tout ça. Il m'a dit que oh, mais c'est toi qui as trouvé la maison. Je ne peux pas lui dire la vérité. Que le monsieur était un ritualiste. Je ne peux pas lui dire. Et le monsieur aussi, c'est quelqu'un qui a un peu
la position dans la politique ici. Donc, je ne peux pas mentionner, ou j'ai peur même de... Depuis ce jour, le monsieur ne passe plus devant ma cour. Il ne passe plus. Les cadeaux et tout ça, il a arrêté carrément. Et donc là, nous avons déménagé du quartier. Ça fait maintenant 2 mois. Et même pour déménager pour les papiers, j'ai même pas voulu toucher à ça. J'ai dit à mon petit ami, toi, mais viens faire les papiers et on va quitter. Parce que si je dois faire les papiers encore pour quitter la maison de monsieur, moi, nous allons nous croiser. Et je ne veux même pas le croiser. Je l'ai bloqué de partout, 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 partout. Donc, c'était pour dire à mes soeurs de vraiment faire attention à elles quand elles sortent. Le dehors est vraiment méchant. Donc, c'était un peu ma petite expérience à moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Les histoires mystiques même parfois tournent autour du sexe parce que généralement c'est à travers le sexe qu'on capture les âmes. Si tu dis que tu veux des histoires mystiques et tu n'es pas content que une fille dit qu'elle a échappé à la mort parce que un secteur voulait coucher avec elle pour lui injecter un venin, parce que il faut un moyen de transfert. On ne peut pas simplement te tuer comme ça. Ce n'est pas le fusil qu'on tue avec quand tu es de la sorcellerie. Il y a un contact, il faut quelque chose. Voici l'histoire qui dit par exemple, le monsieur voulait cracher dans sa bouche. Et logiquement, c'est quel fantasme ça? Que tu craches dans la bouche de quelqu'un. Ça, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Celui qui voulait, vous allez m'excuser du terme, pénétrer la dame par derrière. C'est quoi le projet? Il y a quelque chose derrière. Hein? C'est ça qu'on regarde. Ce n'est pas l'acte sexuel qu'on regarde ici. Ce n'est pas le site de rencontre pornographique ici. Ici, c'était quoi le projet? C'est quoi qu'il voulait faire? Plusieurs fois, on a écouté des histoires ici où un monsieur a couché avec une fille. Vous permettez que je parle librement. Hein? Couché avec une fille et puis éjaculé sur son épaule ou alors sur son dos. Et elle part, les articles commencent à sortir sur son épaule ou alors sur son dos. Plusieurs fois ici. Ce n'est pas parce qu'on est là pour écouter des actes sexuels. Sinon, il y a des sites pour ça. Il y a des sites voilà, vous connaissez. C'est pas ce qu'on vient faire ici. Ici, c'est l'histoire. Si ça entre avec le mystique, on raconte. C'est un peu ça. 12e histoire. Bonsoir DMG. Ravi de participer à ton émission. Je te suis depuis un moment sur Facebook et sur TikTok aussi. Voilà, mon histoire, c'est un peu une histoire pour sensibiliser les plus jeunes. Voilà, c'est mon histoire à moi que j'ai vécue il y a 10 ans de cela. Voilà, au Gabon. C'est une histoire mystérieuse, voilà, qui m'est arrivée à un moment donné quand j'étais encore étudiante. Comme toute étudiante de mon âge à l'époque, aimait sortir la nuit. Voilà, je sortais avec des amis et autres. Voilà. C'est pendant ces sorties-là que cette histoire m'est arrivée. Voilà. Donc, j'avais pour habitude de sortir tard la nuit avec des amis. On allait en boîte et voilà. C'était vraiment la fête, quoi. Maintenant, un soir, on a fixé rendez-vous pour une boîte de nuit. On voulait s'éclater, voilà. On venait d'avoir nos résultats de fin d'année. C'était très bien et voilà. Il fallait qu'on se fasse une soirée entre filles. Donc, c'était prévu pour 23 heures. Et la pluie est tombée. Donc, malgré la forte pluie, dès qu'elle a cessé, je suis sortie. J'ai commencé à marcher. Il faut dire que j'habitais dans une zone qui était un peu plus éloignée de la route principale. Donc, un peu compliqué pour avoir un taxi. Donc, je sortais d'abord à pied. Donc, et cette zone-là, elle est un peu sinistre parce que c'est des résidences. Et à cette heure de la nuit, il a plu. C'est pas facile de voir les gens dehors. Donc, je marche. Il est plus de 23h minuit par là. Et j'arrive dans une zone où il y avait ce qu'on appelle chez nous au Gabon un banja, le corps de garde.
c'est-à-dire un temple où il y a des gens qui s'initient dans un rite, vraiment. C'était dans une zone un peu obscure, des buissons et autres. J'entends comment on me siffle par derrière. Psst, psst. Je me retourne, je ne vois personne. Il siffle encore. Psst, psst. Et à ce moment-là, je décide de courir. J'ai couru. Je suis partie. J'ai passé ma soirée. J'étais rentrée. Un autre jour, je suis sortie comme d'habitude. Et là, je suis rentrée très tard. Il était 2 heures du matin. Pratiquement 3 heures. Donc le taxi me laisse à un endroit. Comme la route n'est pas si bonne pour que le taxi arrive jusqu'à mon entrée. Donc le taxi te laisse à un endroit et tu marches jusqu'à la maison. Donc à une distance de moins 200-300 mètres, j'ai commencé à marcher. Et c'est en marchant que j'aperçois une silhouette dans le noir. Une silhouette d'un homme tout nu. Donc je suis restée là, tétanisée. Vraiment, j'avais peur de rencontrer une personne nue dans la nuit. Et à ce moment-là, dès que j'ai cligné des yeux, j'ai ouvert les yeux, la silhouette a disparu. Elle est partie du côté droit. J'avais tellement peur que je me suis dit, mais comment je vais faire pour passer à cet endroit où il y a cette chose-là qui est nue. Je ne sais pas si c'est une chose, si c'est une personne. En tout cas, la chose avait une forme humaine, mais il était nu, en tout cas. Donc, je décide de foncer, j'enlève les chaussures. Je me suis mise à courir de toutes mes forces. Je suis arrivée à la maison essoufflée. Seigneur, ça c'est quelle histoire que je vois des choses bizarres comme ça dans la nuit. Donc, j'ai dormi. C'est en dormant que je fais un rêve. Je rêve d'une femme qui vient me parler dans mon rêve, qui me dit, toi là, tu aimes sortir la nuit. Tu aimes trop sortir la nuit. Mais je te préviens, si tu sors la nuit, c'est pour venir voir une chose. Je te préviens que tu verras ce qui va t'arriver. Si tu continues de rentrer ici tard la nuit, tu verras. Continue de rentrer ici tard la nuit, tu verras ce qui va t'arriver. Je me suis réveillée en sursaut. Je dis, Seigneur, mais c'est quelle histoire comme ça qui vient, une femme que je ne connais pas, qui apparaît dans mon rêve et qui vient me menacer d'arrêter de rentrer tard dans la nuit parce que je vois leurs choses. Si je continue, je verrai ce qui va m'arriver. À partir de ce jour, moi, je ne sortais plus la nuit. En fait, j'avais pris une décision que si je sortais là où la nuit me trouve, le jour me trouve là-bas, et je rentre chez moi en pleine journée, au lieu de rentrer au milieu de la nuit. Vraiment, c'est pour sensibiliser nos jeunes frères et sœurs, parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans la nuit, qu'il va vraiment... c'est important, voilà, que chacun prenne conscience que la nuit n'est pas comme le jour. Il y a des entités démoniaques qui se baladent dans la nuit. Et qu'en sortant tard, on va forcément les rencontrer, surtout pour des personnes qui ont, comment on peut dire, la tête un peu ouverte, qui voient certaines choses. Et ça peut encore être pire. Il y en a qui peuvent être même possédés par ces entités-là. Voilà. Donc, c'est mon histoire. C'est juste pour sensibiliser les jeunes que la vie n'est rien. C'est vrai qu'on peut s'amuser, qu'on peut faire tout, mais avec beaucoup de modération et éviter de sortir tard le soir. Merci beaucoup. C'était tout. C'est mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Éviter de sortir trop tard, et même parfois marcher seul, c'est pas prudent. Donc voilà. Et revenons sur l'histoire de sexe là. Le mec qui m'envoie le message me dit que il y a trop d'histoires qui tournent autour du sexe. Est-ce que tu sais que le sexe est l'un des outils vraiment, quand on parle d'échelle d'importance là, vraiment important pour le diable pour pouvoir atteindre certaines personnes? Est-ce que tu sais ça?
je vais poser une simple question et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déjà remarqué. Vous avez déjà remarqué les anciens couples là, je parle des couples qui ont fait plus de 5 ans en montant, que les gars commencent à se ressembler. Au bout d'un certain moment, tu vois le mari ressemble à la femme, ils sont un peu comme les frères et sœurs. Parce que les gars couchent ensemble. Donc, le sexe n'est pas seulement une friction entre deux parties intimes. C'est bien plus que ça. Ça va bien au-delà de ça. Il y a un échange qui se passe de fluide, de gènes, de tout. C'est spirituel. Alors, le sexe est l'outil. C'est un outil vraiment important dans le royaume des ténèbres. Donc, c'est ce que tu n'es pas prudent. Tu vas te dire, ah, c'est juste le coup d'un soir. Pourtant, derrière ça, il y a un truc qu'on va prendre dans toi, on va mettre dans ton corps qui va te déranger toute ta vie. Donc, c'est ça. Quand on parle de sensibiliser, c'est aussi ça. Permettez que les gens se sentent libres de raconter leur expérience parce que, justement, ça peut apporter un plus, peut-être pas pour toi, mais pour plusieurs autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Il y a des histoires, moi, je ne comprends pas. Mais je sais que comme on est plus de 2000 dans le direct, il y aura forcément des gens qui vont comprendre. Donc, ce n'est pas pour moi que je le fais. Ça sera hypocrite pour moi si je dis que, comme je n'ai pas compris, je ne joue pas. Ok? Parfois, je joue parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont comprendre. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je peux ne pas comprendre, mais d'autres vont comprendre. Donc, si toi, tu n'arrives pas à comprendre une histoire, dis-toi que, comme on est 2000 dans le live, il y a des gens qui vont comprendre. Et rien que pour ça, permet que on puisse écouter l'histoire. Et c'est un peu ça. On passe à la 13e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis abonné à la page depuis très longtemps. Je te suis. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire personnelle. Alors, moi, je suis issu d'une famille très catholique. Dans ma famille, les premiers prêtres de notre pays viennent de ma famille. Et dans ma famille, il y a vraiment eu des grands dirigeants de notre pays. Après, moi, je suis née en Europe. Mais j'ai grandi en Afrique parce que, voilà, mes parents y étaient. Et mon père, c'était un grand dignitaire du pays. C'était un homme super gentil. Il était adorable. Ça fait très longtemps qu'il a quitté ce bas monde, mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours du bon témoignage de lui. Il était tellement gentil. Dans les églises, il y a toujours du bon témoignage de lui. En relation humaine aussi, il y a toujours du bon témoignage de lui jusqu'aujourd'hui. Et moi, personnellement, étant la Benjamine de la famille, vraiment, mon père, il m'a tellement marqué. Malgré toutes les années où il est parti, jusqu'aujourd'hui, je ne l'oublie pas. Je le sens vraiment présent dans ma vie, tellement qu'il m'a donné de l'amour. Donc, là, c'est vraiment pour placer le décor que je vous dis tout ça. Il tombe malade, mon papa. Pas très malade. Ils se sont fatigués. Il dit qu'il va aller se reposer à l'hôpital parce qu'à la maison, il y a du monde qui arrive, il y a les doléances, tout ça. Chez nous, avant 5 heures du matin, c'est rempli à la terrasse de devant. Les gens viennent le voir. Donc, il dit qu'il est fatigué, il va aller se reposer. Il est parti à l'hôpital. Au bout de quelques jours, sa santé s'est dégradée. Donc, il faisait une forte hypertension. Puis, il en est mort. Le jour de sa mort, je viens à l'hôpital. Après mes cours, je venais à peine d'entrer au collège. Donc, je viens à l'hôpital. Il était dans son lit. J'étais couché à côté de lui. Il me dit, tu sais, mon bébé, il y a des gens de l'autre côté qui sont loin de leur famille, mais qui sont toujours proches. Donc, il peut arriver un jour où moi, je partirai comme ça, mais je serai toujours là pour te protéger et tout. La nuit, il meurt. Lui, en partant, il est parti
sous une forte pluie. Donc il s'est battu avec la mort, il se débattait pour qu'il se calme et qu'il rende son dernier soupir. C'était la bataille. Tout un hôpital, c'était un hôpital national, quoi, un grand hôpital de chez nous. Tout l'hôpital était debout. Entre autres, il y avait des arbres qui se déracinaient, il y avait tout le pays était en pluie. Quand je te dis tout. Donc, son départ, c'était la bataille. Pluie, vent, jusqu'à la présidence de la République. C'était des vitres qui se cassaient et tout. C'était du bazar. Donc, tout le pays, quand je te dis tout le pays, c'était vraiment sur tout le territoire de chez nous. Quand je te dis tout, ça a pris tout le territoire. Donc il est finalement parti. Et les obsèques, ça a duré tout un mois. Maintenant, à l'inhumation, c'est là que je découvre qui était mon père. Parce que moi, mon père, c'était le grand catholique. Il ne m'a appris que ça. La prière, l'église, la Sainte Vierge Marie et tout. On manquait pas les messes du dimanche et tout. C'est là que je découvre finalement que mon père, il avait autre chose. Donc, dans notre ethnie, il va falloir transmettre le pouvoir que mon père, il a lui-même reçu de son père, qui a reçu de son grand-père. Ça se transmet. Donc, pour ça, il y a des rites. Et pour les rites, on appelle le cadavre lui-même. Il vient décider de l'enfant à qui il transmet. Généralement, ça se transmet aux garçons. Donc, on fait défiler tous mes frères. On l'appelle, il vient pas. On commence par notre aîné. On l'appelle, il vient pas. Finalement, on défile tous les enfants. Moi, j'étais encore toute petite, j'étais dans les cuisses de ma mère. J'étais en train de pleurer. Mon papa, j'étais à côté du cercueil avec ma maman. Un oncle vient m'appeler. Il dit, viens, on me fait asseoir. C'est vraiment, ça s'est passé sur la place du village. On me fait asseoir. On commence à l'appeler, on tape dans le tam-tam. Même pas 5 minutes, un tourbillon arrive. Donc quand le tourbillon arrive, les villageois crient, il est là. Ça commence à danser. Le tourbillon se met à tourner autour de moi. Ils ont applaudi. Donc ils ont tiré en l'air. Le totem de la famille, c'est un lion. Il a commencé à rugir dans la forêt. 2 petits oiseaux sont sortis du cercueil. Ils se sont envolés. Donc là, ils ont trouvé maintenant la personne à qui transmettre le pouvoir. C'est là qu'on me prend la nuit. On me met dans la chambre. On met mon papa. Je vous promets ce que j'ai vu cette nuit-là. Mon père, il s'est levé. Il m'a parlé. Il m'a dit des choses. Si je me mets à tout raconter, je vais prendre toute l'émission à moi. Il m'a parlé. Je pleurais de peur, mais il m'a rassuré. Donc ces rites-là ont continué. Le lendemain, on l'a inhumé. Et maintenant, il fallait une continuation de l'initiation. Sauf que j'étais une enfant gâtée, une enfant entre l'Europe et l'Afrique, une enfant de riche et tout. C'était un trop pour moi. En plus de perdre mon père, c'était trop lourd pour moi. Et ma mère, elle est trop européenne dans sa tête. Donc, il y avait des choses qu'elle n'acceptait pas. Elle était un peu dure avec ma famille paternelle. Quand il fallait me prendre pour m'initier, m'apprendre les choses, elle était réticente et tout. Bon, comme on ne pouvait pas bien me suivre, ça a commencé à agir sur moi. Je suis là, je vois mon père, il apparaît quand on est rentré en ville. Mon père, il apparaissait. Quand je dormais dans la nuit, je regardais au dehors et tout. Ma mère a fini par appeler un prêtre exorciste, le plus grand de notre pays dans le temps. Le prêtre, lui, il arrive. Il essaie de chasser d'abord
Mon papa qui était tout le temps à la maison, mon père refuse de partir. Donc le prêtre exorciste, il dit, il n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, il est chez lui. Quand il sera prêt à partir, il partira. Ça ne sert à rien de le chasser. Et pour moi, mon cas, le prêtre a dit à ma mère que Jésus n'a pas aboli la loi de Moïse, que ma mère n'a rien à faire d'autre que de me ramener au village pour suivre l'initiation. Donc c'est comme ça que j'ai été ramenée. On m'a initiée et jusqu'aujourd'hui, je suis, on va dire, la reine dans ma famille paternelle. Tout le monde est à mes pieds. En fait, je suis vénérée comme c'était avec mon papa. Tout le monde est aux petits soins. Tout le monde veut me donner. Tout le monde veut s'occuper de moi. Tout le monde. Et je suis fortement croyante. Je crois très fort en la parole de Dieu. Mais ce qui est de chez moi non plus, je ne peux pas laisser. Donc je suis entre les deux. En gros, ce que j'ai comme histoire, comme morale de mon histoire à donner, c'est je vais tenir le même langage du prêtre exorciste. La loi de Moïse, elle n'est pas partie. Jésus, il ne l'a pas abolie. Nous qui sommes africains et que nous avons nos choses, tout ce qui peut être combiné avec notre foi, tant qu'il n'y a pas de mal, tant qu'il n'y a pas de démence, tant qu'il n'y a pas de mauvais dedans, je pense que ça peut faire avec, tant qu'il y a du respect à la parole de Dieu, tant qu'il n'y a rien de satanique, je pense que les deux vont ensemble. Parce qu'au final, c'est ce même Dieu-là que les ancêtres adoraient et qu'il a. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 14e histoire. Encore une histoire du Gabon. On va souvent faire des directs comme ça là. Je pense qu'on va organiser des directs sur Facebook aussi. Hein. On va choisir un jour dans la semaine pour faire des directs sur Facebook. Et un jour aussi pour YouTube. C'est vraiment intéressant. Hein? On va jouer l'histoire du Gabon aussi. La sirène de Libreville. Vraiment. J'ai dit une fois dans le direct de TikTok que faut pas regarder le Gabon en disant que oh, les Gabonais. Le Gabon est un pays qui habite plusieurs autres pays. C'est-à-dire que tu vas avoir des Camerounais là-bas, tu vas avoir des Guinéens, tu vas avoir des Sénégalais, des Nigériens, tu vas avoir des Maliens. Tellement le Gabon est un pays de business que nous tous, on se retrouve là-bas. Et c'est pourquoi parfois, tu vas avoir, c'est parce que le Gabon, c'est pas forcément un Gabonais qui est en train de faire la chose. Hein. C'est parfois quelqu'un qui vient d'ailleurs. Parfois, et quand on parle même des fangs, tu vas avoir les fangs. Parfois, la zone de frontière au Cameroun là-bas, même en Guinée, il y a les fangs. C'est pas seulement les Gabonais qui parlent. Donc, ils sont un mélange. C'est une ville, c'est un pays métissé de plusieurs autres pays. Donc, c'est un peu ça. Faut pas dire les Gabonais ont fait ci, les Gabonais ont fait ça. Laissez mes gens tranquilles. Bonsoir DMG, bonsoir à tous. Alors, il s'agit du Gabon. C'est pas vraiment une histoire, c'est pour informer toutes les personnes qui vivent au Gabon. Alors, il y a l'axe de la voie express là. Il y a un endroit en fait qui s'appelle Plein Ciel. On traverse là et tout, et il y a beaucoup d'accidents là depuis des années et tout, et en fait ça change pas. Et c'est parce que là il y a un esprit là, il y a un monsieur qui était décédé là, il avait eu des problèmes et tout ça là, et il était décédé là et il n'était vraiment pas content en fait. Et souvent son esprit traverse, et ben il y a des conducteurs qui le voient, et c'est uniquement le conducteur qui le voit, et il essaie d'esquiver et tout, voilà, et
Du coup, il fait un accident et tout. Ça se passe très souvent là, à plein ciel. Pour les personnes qui vivent à Libreville, ils savent. Et il y a aussi au bord de mer, en face de Hippie 9. Toutes les personnes qui vivent à Libreville savent. Ça, c'est voilà, au bord de mer. Il y a une sirène là qui traverse souvent. Et elle, en fait, si tu la touches, si tu la cognes, en fait, tu fais un accident. C'est très connu. Ça m'étonne même que personne n'ait encore parlé de ça parce que ça, c'est très connu et c'est depuis. Il y a beaucoup d'accidents à Libreville. On accuse souvent les grands types, les machins, les ceci, cela, mais souvent c'est pas ça. Il y a beaucoup d'esprits en fait qui se baladent. C'est comme si ils n'ont plus de maître, ils ne sont plus contrôlés par rien et ils se baladent et ils créent des accidents, ils créent beaucoup de choses. Il y a des choses vraiment qui se passent. Il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux à Libreville et on voit même la quantité d'histoires qui se racontent là. C'est pas la blague. Donc vraiment, moi j'exhorte tout le monde, tout le peuple à Libreville, que ce soit les chrétiens, les musulmans et tout ça, vraiment ceux qui pratiquent justement les religions ancestrales pour le bien, justement vraiment de se lever et qu'on se mette en prière en fait, parce que là il y a vraiment beaucoup d'esprits errants qui se baladent et ça détruit beaucoup de familles. Les gens s'accusent entre eux, on accuse les grands types. Aujourd'hui, dès que tu réussis un peu à Libreville, souvent ça n'a rien à voir, toi tu travailles et tout, mais on dit voilà, c'est ça, il fait ceci, il fait cela, on accuse en fait, et ça souvent rien à voir avec ces personnes-là. Il y a beaucoup d'entités, beaucoup d'esprits en fait errants à Libreville et ça crée beaucoup de choses en fait et ça se ressent, on le ressent clairement, on le voit, on le vit en fait. Donc voilà, c'était un peu ça. Merci beaucoup à tous, partagez, likez et voilà, merci. Merci beaucoup. Et je vois beaucoup de Gabonais confirmer l'histoire en commentaire. Oui, c'est vrai, c'est passé la voie express. Et j'aime bien ça quand vous confirmez les histoires. Si on raconte ton histoire, si tu es sorcier et c'est ton histoire qu'on raconte, confirme-nous en commentaire quand même, sois quand même poli, même dans la sorcellerie, pardon. C'est comme ça on a fait le direct mercredi. Après, une dame, elle monte, après elle dit, moi je fais la sorcellerie et quand j'étais au primaire, et quand j'étais à l'école, je prenais la chance de mes camarades et tout. Après, je pose la question. Attends, madame, tu fais ou tu faisais? Parce que là, je ne comprends pas. Elle dit non, je fais la sorcellerie. Je pose un peu de main. C'est tu fais ou bien tu faisais? Parce que là, vraiment, je veux savoir, parce que ça m'inquiète un peu. Et elle dit, elle fait. Qu'elle pratique toujours, qu'elle n'a pas de problème avec ça. Elle dit, ah bon. Voilà. Donc, on passe à la 15e histoire. Je tenais aussi à préciser que le Gabon, comme je dis, c'est une ville de business. Il y a plusieurs pays qui se retrouvent là-bas. Et quand on parle de business, on parle de compétition. Et généralement, les gens, quand ils sont en compétition, ils peuvent faire du n'importe quoi. C'est-à-dire faire des pratiques pour faire tout. Voilà. Donc, c'est pas forcément les Gabonais qui sont en train de faire ça. Bon. On passe à la 15e histoire. Elle a fait un enfant avec un revenant. Écoutez l'histoire. Allô, bonjour. DMG TV. Bonjour à la communauté. Alors, je voudrais raconter une histoire, un fait qui s'est passé quand j'étais très jeune, il y a dans les années 90. J'ai ma meilleure amie qui avait sa grande sœur, sa cousine, qui était une personne physiquement très belle. Ah ouais, très belle. Même nous étant enfants, c'était elle, on voulait lui ressembler quoi. Tellement elle était belle. Quand elle passait, mais les hommes se retournaient, même les femmes se retournaient pour la regarder. Tellement elle était belle. Elle avait un physique attrayant. Donc c'était une fille qui avait beaucoup de conquêtes. Beaucoup de conquêtes. Ça, oh là là.
l'homme qui venait lundi, c'était pas le même homme qui venait mardi. Pas pareil, c'était pas le même homme qui venait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y avait pas d'amant fixe, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Donc un jour, elle revient de la capitale. Elle revient de la capitale. On était à l'intérieur, dans une ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette ville-là, quand elle revenait d'Abidjan, il y a une ville qui est une ville carrefour. On appelle ça comme ça, la ville carrefour. Où les cars, ils stationnent et on fait le plein et d'autres passagers descendent, d'autres certains descendent, d'autres montent. Donc là, elle fait la rencontre d'un jeune. Un jeune qu'elle nous a décrit qu'il était très beau, parce que quand elle est revenue, c'est elle qui nous racontait. Il était très très beau. Oh là là, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait rencontrer quelqu'un comme ça. Elle disait, quelqu'un comme ça existe, et puis moi je suis dans ce village avec les vieux machins. Bon, nous on voyait les personnes qui venaient la voir, c'était pas des vieux, c'était des jeunes, des messieurs responsables dans la ville où on était, des gens qui avaient des postes ou même dans des villes voisines qui venaient la voir. Et donc c'est ainsi qu'elle s'est liée d'amitié avec ce dernier. Et puis ils ont le jeune homme lui a dit qu'il était muté dans la ville, qu'il venait d'être muté dans la ville et que il était venu voir le poste qu'il allait occuper. Et donc quand elle est revenue, elle nous a raconté tout ça, qu'il était beau et tout. Après, il a réinvité, elle est partie. Et donc les deux ont commencé à vivre une histoire d'amour ensemble. Jusqu'à ce qu'elle nous annonce un jour qu'elle est enceinte. Et après, comme il lui a dit qu'il était nouveau dans la ville, il y a certaines choses qui se passaient, que j'expliquerai un peu plus tard, qu'elle ne faisait pas le rapprochement. Donc, ils ont eu un gamin. Elle est tombée enceinte, elle est venue accoucher dans la ville où nous on était. L'enfant est né, l'enfant était... les enfants qu'on appelle... Oh là là, c'est méchant. Je ne veux pas dire ce nom là, mais c'est comme ça que je vais le dire pour que vous compreniez. On appelle mongol les enfants. L'enfant il est là, il est comme un... Oh là là. Bon, bref. Elle a accouché d'un enfant qui n'était pas normal. L'enfant, on les appelle les enfants esprits là. Je sais pas si on appelle mongol ou pas. En Côte d'Ivoire, les gens disent ça comme ça, mais c'est péjoratif un peu. Donc elle accouche d'un enfant comme ça, l'enfant se tient pas debout, l'enfant s'est couché, l'enfant il est recroquevillé sur lui, c'est un enfant esprit. Et donc cet enfant-là, il est là, il grandit, et puis elle a son beau-père qui dit que cet enfant n'est pas un enfant normal. Et donc quand elle est venue accoucher, le monsieur l'a pas rappelé. Son copain qui lui a fait l'enfant ne l'a pas rappelé. Pendant un moment, le monsieur n'appelle jamais. Donc, elle retourne dans la ville où ils étaient. Le monsieur a disparu. Donc, comme il lui avait dit qu'il habitait Cocody, à Abidjan, il habitait Cocody, il a dit un peu là où il a grandi et tout. Et donc, ils ont fait des photos. Elle va chercher son copain là-bas. Quand elle arrive, elle parle de lui, les gens se regardent. Ah bon? D'accord. Et puis, elle montre la photo. Ah bah tiens, les gens se disent, celui-là, tu es sûr? Oui, oui. À quel moment? Elle donne la date à laquelle qu'ils se sont rencontrés la première fois. Elle donne, elle dit, on s'est rencontrés la première fois, c'était à telle date, et je revenais d'Abidjan, lui, il allait dans telle ville. Et puis, ils ont appelé la famille du jeune. Le jeune, quand la famille du jeune est venue, ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pleurer? Ils disent, en fait, à cette date-là, ce week-end-là, on venait de l'enterrer dans le village, dans un petit village de la ville où vous êtes rencontrés. C'est que le jour où on a enterré le jeune là, c'est le jour là qu'elle est revenue de la capitale qu'elle a rencontré le jeune. Donc en fait, elle s'est mise en couple avec un gars qui était mort en fait. Et donc, quand ça s'est passé comme ça, cette histoire est restée secrète, hein, mais comme j'ai ma copine, ma meilleure amie qui était sa cousine, qui habitait avec eux, c'est elle qui me l'a raconté. Bah, et moi, comme je suis allée le raconter aussi à ma famille, donc forcément, l'histoire s'est ébruitée, tout le monde l'a su, quoi.
Bah, tout le monde l'a su, je pense, parce que si je l'ai dit, forcément, j'ai ma soeur ou quelqu'un de ma famille qui a dû le dire à une autre personne, et c'est, voilà. Ceux qui devaient le savoir l'ont su. Et puis, quand elle est revenue, ils ont fait des sacrifices et tout. Elle était d'une famille musulmane, ils ont fait des sacrifices et tout. Quelque temps après, le bébé, il est mort. Donc, la morale de cette histoire, je sais pas si c'est parce qu'elle avait une vie assez pas rangée, une vie débridée, que quoi c'est j'appelle une vie débridée, qu'elle avait une vie oui, une vie pas rangée, qu'elle a une récompense comme ça, je sais pas, mais bon, le fait est que la pauvre, elle a eu une aventure avec un gars, un révélant. Ils ont vécu quand même plus d'une année ensemble. Parce que le petit, l'enfant, il est mort à 4 mois. À 4 ou 5 mois, l'enfant est mort. Donc voilà ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Partagez, likez, commentez. Je vois les commentaires. Et DMG fait beaucoup plus de lives sur Facebook et sur TikTok. Hein? C'est de grandir partout parce que les réseaux sociaux, c'est tout que c'est pas nous qui les avons créés. À tout moment, tu peux te lever un matin, on te dit qu'on t'a banni de Facebook, on t'a banni de TikTok, on t'a banni de YouTube. Il faut toujours avoir un plan B, un plan C. Là, je parle des réseaux sociaux, des créateurs de contenu. Je ne parle pas des relations amoureuses. N'allez pas confondre le tout. Quand tu es sur les réseaux, à tout moment, surtout que ça ne t'appartient pas, c'est pas pour ton papa. À tout moment, on peut te dire que tu te lèves un matin, tu veux te connecter, on te dit non, on t'a supprimé, on a hacké ton compte, on a fait ci, on a fait ça. Donc, il est très important de faire grandir ces plateformes. Voilà. Donc, si vous suivez sur Facebook, suivez sur TikTok, suivez sur YouTube. Parce que aujourd'hui, on peut faire un live sur Facebook et demain, on va faire un live sur YouTube et après-demain sur TikTok. C'est comme ça se passe. On va pas faire rien que sur Facebook. Passons à la 16e histoire. Bonjour DMG et bonjour à toutes les femmes. Au fait, je suis beaucoup ton émission. Bonjour à toutes mes femmes comment non? Toutes mes fans ou bien tous les abonnés, pardon. On peut confondre là toutes les femmes, pardon. C'est pas moi le chef du village, pardon. Et vraiment, mes courage et félicitations parce que ça sensibilise beaucoup. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est mon histoire au fait. L'histoire auquel j'ai vécu. J'ai vécu en Europe. J'ai vécu pratiquement 18 ans à l'extérieur. Alors je décide de rentrer au Cameroun pour m'installer avec ma famille. Bon, j'entre chez moi, comme prévu, j'ai construit ma maison, j'entre chez moi. Et quelques mois plus tard, je t'assure, je commence à voir des chefs, pratiquement plus de 10 chefs, à partir de 17h, 18h, les chèvres commencent à marcher en ligne. Ils n'entrent chez personne, ils ne traversent la barrière de personne, puisque je suis à leur paume. Ils traversent ma barrière, ils entrent chez moi, ils vont commencer à donner toutes les histoires, pleurer, crier, toute la nuit, et toute la nuit, je n'arrive pas à dormir, ma famille, on n'arrivait pas à dormir. Bon, moi, je ne connaissais pas ce que c'est, puisque moi, je n'ai jamais vécu une expérience pareille dans ma vie. Bon, j'ai toujours laissé, voilà, un jour, je prends les cailloux, je chasse les chèvres sortent de ma concession, ça traverse la barrière, ça va se placer de l'autre côté de la route. Mais je prends les pieds, je chasse j'ouvre ma barrière, je chasse même les chèvres avec les pieds. C'est une dame qui passe, qui me dit, elle dit, mais mon fils, les hommes là font quoi chez toi? Les gens là font quoi chez toi? Bon, moi je n'ai pas pris ça, j'ai pris ça à la légère, j'ai pas vraiment pris ça en considération, j'ai pris ça à la légère. Je suis allé au village, je suis allé à l'ouest. En passant, je suis passé chez une de mes tantes, elle m'a donné l'arbre de paix, elle m'a dit, arrive chez toi à Douala, comme tu es venu pour le deuil, tu arrives chez toi, tu prends cet arbre de paix, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, et vraiment je suis content, comme tu es arrivé, tu es venu me rendre visite au village. Prends l'arbre de paix, si tu arrives chez toi à Douala, tu tapes ça dans tous les 4 angles de la maison. J'ai dit, ok, j'entre dans ma voiture, je conduis jusqu'à Douala. J'arrive à Douala chez moi, bon,
J'arrive à Douala pratiquement à 13h. J'entre chez moi, je décide donc de laver la voiture et de faire un peu le ménage comme il est dimanche et d'aller me coucher. Bon, je lave la voiture, je fais ce que ma tante m'a dit. J'ai tapé l'arbre de paix dans les 4 angles de la maison, j'ai parlé ce qu'il y avait dans mon cœur. Bon, j'ai fini, je suis allé me coucher. DMG, je t'assure, ce même jour de 15h, je rêve, je vois mon papa qui vient et me dit, mon fils, je ne veux pas que tu sors en voiture cette semaine. Cette semaine, je ne veux pas que tu sors en voiture, je veux que tu restes à la maison. Merde. En passant, juste vous pouvez dire que mon papa il est décédé, ça fait plus de 22 ans aujourd'hui. Je dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois mon papa subitement? Je ne l'ai jamais vu dans mes rêves. Bon, j'ai laissé. La nuit, ce même jour, du dimanche à lundi, la nuit de dimanche à lundi, je fais le rêve que je suis en train de conduire, la voiture m'a cogné et je suis décédé. Ma femme qui est juste à côté de moi est en train de faire le même rêve que j'ai fait l'accident, la voiture m'a cogné. Ma grand-sœur qui était chez moi, qui était dans l'autre chambre, était en train de faire le même rêve. Quand je me réveille, je dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Je vois ma femme, elle est debout. Elle me réveille et me dit, chérie, il faut qu'on prie. Je dis, oui, tu as raison, il faut qu'on prie. DMG, je vous assure, pendant qu'on commence les prières, ma femme et moi, les chèvres sortent de ma concession et vont se placer en route. Écoutez-moi bien, je dis, les chèvres sortent de ma concession. J'entends maintenant que les cris des chèvres hors de ma concession. Quand j'ai fini les prières avec ma femme, j'ouvre la fenêtre, je vois il n'y a pas de chèvres, mais je regarde en route, toutes les chèvres sont en route. Je pars dans l'autre champ, je pars cogner je vois ma soeur, ma grande soeur, elle est assise sur son lit. Quand j'entre, elle me dit, mon frère, viens, entre, assieds-toi. J'entre. Elle me demande, tu as un ami qui t'a amené quelque part? Je dis non, grande soeur. Tu sais que moi, je n'ai pas des amis. Moi, mes amis, c'est mon travail, c'est mon boulot. Je n'ai pas des amis. Les amis, c'est mon boulot et ma famille. C'est ça qui sont mes amis. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience déjà en Europe en ce qui concerne les amis. Alors, elle me dit, elle vient de faire un rêve pareil, voilà. Elle m'explique tout. Moi aussi, je l'explique. Ma femme aussi vient, on l'explique. Il est quelle heure? Il est 2h à 3h du matin. Alors, ma grande soeur, elle prend le téléphone, elle appelle ma maman. Maman aussi qui est à Douala, dans un quartier à Bois-de-Bon, puisque c'est là où nous sommes nés, nous avons grandi là-bas. Mais nous sommes de l'Ouest. Elle appelle ma maman. Maman lui dit, ok, d'accord, elle a compris. Ma maman sort à cette heure, que vous connaissez les mamans. Les mamans ne dorment jamais ce qui concerne à leur fils. Alors, ma maman commence à chercher. Elle va dans un autre endroit, puisque ma maman était vraiment croyante. Et beaucoup plus les trucs des marabouts, elle ne s'y connaissait pas trop. Et les trucs de la tradition, elle ne s'y connaissait pas trop, mais beaucoup plus croyante. Alors, elle a commencé les prières. 5 heures est arrivé. Bon, ma grande soeur a commencé à passer quelques coups de fil. Bon, on lui a donné le numéro de trois messieurs, trois dits praticiens. Ils sont allés chez le premier. Le premier leur dit, moi je suis désolé, je ne peux plus rien faire. Votre fils, il est déjà parti. Il est mort. Que moi je suis déjà parti. Là où je suis, ce qui reste là, c'est juste la coque. Ils vont chez le deuxième leur dit la même chose. Ils vont chez le troisième leur dit la même chose, mais en leur disant, bon, je vais appeler mon papa, puisque lui, ils étaient aussi de l'ouest, de Fumban, je vais appeler mon papa, et il va essayer de voir. Bon, quand ma grande soeur et ma maman rentrent avec tout le monde, ils rentrent chez moi, ils vont dans une chambre avec ma femme, ils se mettent à pleurer. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends les pleurs de l'autre côté. Quand j'arrive, personne ne veut me parler. Personne ne veut absolument rien de me dire. Bon, moi aussi je reste tranquille parce que moi je sais, je n'ai rien fait, je n'ai pas trempé mes mains quelque part, comme on dit chez nous au Cameroun. Moi je suis venu en paix, je rentre chez moi en paix, juste pour continuer ma vie paisiblement. Et alors là où j'ai senti qu'il y a vraiment un problème, c'est là où
Ma maman vient, elle vient avec le monsieur. Ils attachent quelque chose autour de mes reins. On va jusqu'à l'ouest. On arrive à l'ouest. Je fais 3 jours là-bas chez le monsieur pour le traitement. Et DMG, je vous assure, le jour où on faisait le traitement chez moi, ma maison a failli se casser en deux. Donc, les chèvres, ma femme a mis le téléphone. Les chèvres ont commencé de me casser partout, cogner partout. Donc, ça veut dire ils sont en train de me chercher, ils ne voient pas. La personne qui a mené mon nom là-haut dans le temple là, est déjà en danger. Voilà, donc ça a commencé à pleurer partout, cogner ma porte partout, la porte cogner un peu de partout. Ma femme, mes enfants, personne n'a dormi ce jour à la maison. Personne n'a dormi, personne n'a fermé l'œil. Ni les voisins, personne n'a fermé l'œil. C'est là le monsieur me dit, oui, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont déjà en train de voir qu'il a perdu la bataille, ils te cherchent, je ne te vois plus. Bon, on a fini le traitement. Jusque-là, DMG, je t'assure, je ne croyais pas. Je me disais, j'étais dans un film de Nigérien ou quoi. Alors, je rentre, il me dit, rentre, retourne sur Douala, ton traitement est fini. Je retourne sur Douala. DMG, j'arrive à Douala aux environs de 17 h. Le temps d'arriver chez moi à leur paume, il était pratiquement 18 h, 19 h. DMG, je suis placé dehors. Je sonne pour qu'on vienne m'ouvrir la barrière. Alors, les chèvres qui étaient chez moi, toutes les chèvres sont, et DMG, je vous assure, elles ont escaladé la barrière. Moi, je n'ai pas encore vu la chèvre qui escalade la barrière, DMG. Et ma barrière n'est pas une petite barrière. Elle est une grande barrière, elle est assez haute. Alors, les chèvres sortent de la concession. Chaque chèvre vient passer, tourner autour de moi. Je suis placé dehors, DMG, je vous assure. Je suis placé fixe. Je suis placé dehors. Toutes les chèvres, elles sautent, elles viennent, elles tournent, elles font le rond sur moi. Elles font le rond et je vois, elles continuent à partir. J'entends, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu les chèvres. Alors, le monsieur m'a dit, écoute, tu veux, je renvoie ça à la personne. Je lui ai dit, mais attends, moi, je suis pas un tueur. Je suis pas là pour tuer les gens. D'accord? Ça ne servira absolument à rien de le faire de l'abattre ou bien de le faire le retour. Ça ne servira à rien. Tout ce que je veux voir la personne. La personne, c'est tout. C'est tout ce que je veux voir. Il me dit, ok, tu veux voir la personne? D'accord. Vous avez deuil au village? Je dis oui. Vas-y au village et tu sauras la personne. Telle chose et telle chose et telle chose et telle chose va se passer et tu sauras la personne. Et c'est exactement là ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'ai vu la personne. Bon, tant mieux, la personne ne vit plus aujourd'hui. Tant mieux. J'ai d'autres histoires, en fait. J'ai d'autres histoires à vous raconter, ce qui concerne ma vie et ce que j'ai vécu juste les 5 dernières années auxquelles je suis au Cameroun. Franchement, soyons prudents. Le dehors est gâté. Franchement. Merci. Et n'oubliez pas de liker. Encourageons notre jeune frère. Ah oui, allez et bonne journée. Bye. Merci de liker, de commenter, de partager. Très bonne histoire. Hein? DMG, comment tu fais pour dormir après avoir écouté toutes ces histoires? Je pars dans ma douche, je prends un bon bain, je fais ma prière, j'entre sous mon drap et je dors. Donc, on va passer à la 17e histoire. 17e. Oui? Bonjour à tous, je viens par cette occasion vous raconter mon histoire, c'est-à-dire une histoire de mauvaise rencontre qui m'est arrivée quand j'étais très jeune, sachant que je vivais chez ma tante, donc c'était pas trop rose. Bref, j'étais au collège, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon-là, tout le collège kiffait le mec. Donc même les filles, même en fait à l'époque on était en 5e, c'est au Congo. Même ceux qui étaient en 3e, figurez-vous, même en 3e on kiffait le gars. Le gars, il était pas intelligent. Franchement, je sais même pas qu'est-ce qu'on trouvait sur le gars. En dehors qu'il était métis. Bon,
disons, carterons, parce que c'était un peu genre troisième génération de métis et tout, bref. Mais le gars, le premier jour que je l'ai rencontré, il m'a appelé, il m'a dit, toi, mais avec autorité, je ne sais pas comment vous dire, pourtant je suis quelqu'un de très réticent, mais ce jour-là, il me dit, toi, viens ici. Et moi, c'est comme si j'étais téléguidée, je viens, il commence à me parler, il me fait la cour, et moi je réponds tout de suite, oui, comme ça, sans comment... franchement, sincèrement, jusqu'à ce jour, je ne sais même pas comment j'avais fait pour accepter. Mais et à partir de là, je vous jure, je me suis mis quasiment tout le collège à dos. Toutes les filles me prenaient la tête. Je me suis séparée avec pas mal de copines du fait que je sortais avec le mec. On est resté, je pense, 3 ans ensemble. À la 3e année, ce qui m'est arrivé, un jour, j'ai fait un rêve. Parce que chez nous, au Congo, on a un fleuve, en fait, le fleuve Congo qui sépare les deux pays. Je vous jure, dans ce rêve-là, on dirait que c'était une réalité. On est rentré dans une pirogue. On a été, moi et le gars, jusqu'aux chutes. On arrive aux chutes, c'est comme si on est rentré dans l'eau. On est sorti et c'était un autre monde. Il y avait du monde. Et c'est lui qui est sorti de la pirogue en premier. Il me dit... viens, suis-moi. Et moi, je suis... En fait, c'est comme si j'étais téléguidée. Je suis le gars. Et on y va, on y va, on y va. On arrive à un endroit. Vous voyez un arbre. Et l'arbre était en forme de fauteuil. Et à côté, il y avait l'eau. Et il y avait une dame. Je vous dis, de toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Mais j'ai pas regardé 2 fois, mais une seule fois. Les yeux dedans, on dirait elle avait des perles, des bijoux, des cheveux, mais d'une noirceur. Je ne sais pas comment je peux qualifier cette noirceur-là. Mais une noirceur, mais très profonde, en même temps propre, en même temps ça brillait. Et lui, il vient, il me présente, il dit à la dame, je viens vous présenter ma femme. Et moi, j'étais là. J'ai regardé la dame une fois, après j'ai baissé les yeux parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la dame plusieurs fois. On a tous baissé les yeux, on dirait on s'est incliné en fait. Et de là, je vous jure, ma vie allait. On a, dans le même rêve, pardon, on a repris le chemin. Quand il m'a présenté, on a repris le même chemin donc de retour. Donc on a fait un aller-retour. Jusqu'on est revenu sur terre, on est revenu au Congo au niveau de la corniche et tout normal. Et dans la vraie vie, je vous jure, j'étais une calamité dans le sens où rien n'allait. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. À l'école, j'étais devenue, mais... Ouf, excusez-moi, je suis devenue tellement stupide. Je vais à l'école, même avec toutes les volontés du monde. J'avais même un répétiteur. La leçon rentre dans une oreille gauche, ça sort à la droite. Je comprenais plus rien. J'avais Dieu que pour ce mec-là. Et puis un jour, on avait une dame, j'ai dit, ah, comme on commençait un peu à parler et tout, à l'époque, j'ai dit, ah tata, moi j'ai fait un rêve. J'explique à la dame, elle me dit, hé, il est parti te vendre ce mec. Il a pris quelque chose en toi. Et à partir de là, je vous jure, 2 fois j'étais dans ma chambre, dans le lit, je me retrouvais dans les endroits, mon esprit commençait à errer de gauche à droite, mais c'était un truc de fou. Et par là, il y a une copine à l'école, j'avais changé d'école entre-temps. Une copine m'a dit, non, il y a une dame, et elle fait des prières et tout, allons chez la dame. Je vous jure, je vais chez la dame, dès qu'elle me voit, elle commence à me détailler ma vie. Tu as beaucoup de chance, mais il y a un homme qui a pris tes chances, machin, machin. Et elle a tout raconté de ma vie, même le nom de ma mère, qui n'habitait même pas au Congo à l'époque. Elle a tout dit de moi. J'étais choquée, elle a dit, il faut énormément prier. Mais Dieu m'a fait grâce depuis. À partir du moment où j'ai été chez la dame, j'ai commencé à détester le mec. Je l'ai détesté. Donc quand il venait me voir, mais je l'ignorais, mais à un point, mais moi-même j'étais choquée. Et c'était fini comme ça. Franchement, il a failli me pourrir la vie. Heureusement, bon, je peux dire heureusement ou malheureusement,
Entre-temps, avant même que je change d'école, j'étais même tombée enceinte du mec. Ça avait fait des problèmes. Mais d'une simplicité, je vous jure, je suis dans une famille, les gens vont me reconnaître ma voix, je sais. Mais quand on entend qu'une fille de chez nous est enceinte, on fait tout un problème. Mais moi, j'étais enceinte. On m'a fait asseoir, on m'a dit, tu veux garder, oui ou non? Avec une simplicité, même moi-même, j'étais choquée. J'ai dit non. Du coup, j'ai avorté. Je veux dire, heureusement même que j'ai avorté, j'avais plus de lien avec ce mec-là. Mais il m'a tout remonté, mais dans les rêves, je vous dis pas. C'est pour ça, pour celles qui ont des filles ou des garçons adolescents, conseillez vos enfants, éveillez la conscience de vos enfants. C'est très important. Moi, j'avais personne, mais j'ai eu la grâce de rencontrer cette dame-là qui m'a aidé, notre ménagère. Et ma copine aussi, grâce à elle, j'ai été voir la dame qui priait et tout. Mais je me demande si j'avais pas rencontré des gens là, ce que je serais devenue aujourd'hui. J'ai aucune idée. Vraiment, cette page-là nous aide énormément grâce au témoignage des gens qui osent en parler des choses que nous avons vécues. Et un grand merci à DMG, que Dieu vous protège. Vraiment, nous t'aimons énormément. Merci encore de ton courage de nous avoir réunis autour de cette plateforme. Et meilleurs vœux à tous. Merci. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous les pays connectés. On n'est pas seulement le Cameroun ici, et le Gabon et Côte d'Ivoire. Il y a au moins la moitié de l'Afrique connectée. Et merci à la force que vous donnez. Et je parle même de l'Afrique. Il y a aussi même hors de l'Afrique, vu qu'il y a nos frères et sœurs qui sont hors du pays, Paris, Italie, États-Unis. Voilà. Voilà, on va continuer avec la 18e histoire. Coucou DMG, meilleures salutations. Et voilà, respectueuse, meilleures salutations à vous et respectueuses salutations à tous les auditeurs. Je suis du Congo-Brazzaville, mais comme j'aime bien le souligner, en fait, moi, je suis Maman Africa. Parce que là, j'estime, hein, je me dis, l'Afrique, c'est mon pays et le Congo, c'est juste mon village. Alors, je vais vous raconter un témoignage que nous avons peut-être intitulé « Le dehors est risqué ». Donc, ceci est un témoignage de Denis, la cinquantaine passée, marié et père de 2 garçons de 15 et 18 ans. Denis habite à Pointe-Noire. Bon, je parle du présent, mais bon, l'histoire s'est déroulée il y a une quinzaine d'années, voire peut-être 20 ans aujourd'hui. Alors, un jour, après le travail, vers 18 h, Denis s'arrête dans un célèbre bar pour prendre un pot avec les amis. Boire après le boulot était en fait un véritable rituel que Denis ne manquait de respecter. Insouciant, il ne se rendait pas uniquement dans ce bar pour consommer de la bière, mais aussi pour chercher les petites, comme on dit couramment au Cameroun. En effet, Denis pouvait, bon, excusez-moi vraiment de l'expression, mais bon, Denis pouvait mbinda en moyenne 2 petites par nuit. Voilà, ça c'était en fait sa performance. En se rendant donc dans les bars, Denis profitait donc d'y organiser des rendez-vous avec les filles de joie et ne s'empêchait pas après de trouver un petit hôtel pour assouvir avec elle ses pulsions sexuelles les plus folles. Son épouse, hélas une dame soumise, se plaignait régulièrement du comportement de son mari auprès de sa famille. Et comme vous savez bien, les familles africaines, dans ce type de situation, ils aiment bien dire non, il faut supporter, c'est aussi ça le mariage, voilà, il faut faire avec. Et donc, l'épouse de Denis, elle se faisait beaucoup de soucis, surtout pour ses enfants qui avaient un père qui découchait plusieurs fois dans la semaine. Alors, Ma Léonie, la femme de Denis, était donc, c'est comme ça qu'on va l'appeler, donc était une grande choriste dans une église catholique du quartier. Fatiguée en fait des excès de son époux, elle avait fini par solliciter le groupe de prière appelé Renouveau charismatique de sa paroisse afin d'implorer
la miséricorde du Seigneur pour son homme alcoolique, infidèle et irresponsable. Alors, le berger de la paroisse que nous allons appeler Papa Daniel, charismatique, reconnu pour ses dons de prière et de guérison, ne cessait d'encourager en fait Ma Léonie de ne pas faiblir dans la prière et l'encourageait toujours et toujours avec la célèbre phrase qu'on connaît là, Dieu va faire. Voilà. Alors, dans le quartier, alors, c'est le lap, les rires que tu voulais entendre. C'est le surnom que tu voulais entendre. À Mouf, les petites filles avaient seulement donné un nom à Denis. On l'appelait ainsi Zizi populaire, autrement dit tonton partout partout. En effet, pour ces petites du quartier, c'était une façon pour elles de montrer que Denis était d'une légèreté insoutenable, mais vraiment insoutenable. En tout cas, Denis, en homme marié et âgé, multipliait les conquêtes en milieu des jeunes filles. Quelle image! Quel papa! Quel époux! Imaginez un peu l'état des enfants d'un tel monsieur. Mettez-vous un peu à la place de l'épouse qui se surnommait désormais Madame Zizi populaire. Et il y a des noms, hein, ici, là, dehors, dès qu'on te colle ça, c'est fini, oh. C'est fini en fait. En tout cas, les garçons de Denis souffraient de l'image que donnait leur papa dans le quartier. Mais qui pouvait tousser à la maison face à un tel père ou époux? En tout cas, face à Denis, les enfants n'avaient aucune parole. Ils ne pouvaient tousser pour lui réprimander quoi que ce soit concernant son attitude. Ils avaient donc ainsi fini par s'accommoder de cette vie-là et confier leur avenir à Dieu afin qu'il les aide, surtout à réussir leurs études secondaires, en vue d'obtenir plus tard une bourse d'études supérieures pour l'étranger. Donc pour revenir donc à Denis ce jour-là, arrivé au bar après avoir bu 3 bonnes ngok. Donc la ngok c'est en fait une bière prisée au Congo-Brazzaville. Donc après avoir bu 3 ngok bien fraîches, il a vu ses pulsions sexuelles décuplées et comme un feu dans une forêt d'arbres secs, son mental lui renvoyait des images liées au sexe chaque fois qu'une fille passait devant lui. C'est en fait dans ces conditions qu'il en a abordé une qui multipliait les va-et-vient, les allers et retours pour l'intéresser et obtenir qu'elle se mette à sa table. Donc la fille était en fait au pointage. En effet, c'est avec une arrière-pensée sexuelle que notre tonton partout national, notre tonton populaire, a reçu cette dame à sa table. Donc Denis s'était donc mis à commander la boisson et à un rythme effréné. N'est-ce pas les gars? On est tous ici dehors. Sa technique face à des situations de ce genre consistait en fait à faire prendre plusieurs bouteilles de bière à sa partenaire. Donc voilà, tu guilles les bières jusqu'à... Et lorsque ça va prendre feu, donc c'était en fait sa stratégie à lui. Donc telle était la technique de Denis, la stratégie et la tactique, avec des bouteilles de bière aiguisées. Hein, pour lui, il se disait, c'est ça qui aiguisait en fait l'appétit sexuel des dames et rendait les dames en fait prenables. Il avait expérimenté cette stratégie, du moins cette tactique, plus d'une fois. Et les résultats obtenus l'avaient toujours encouragé à ne pas changer de mode opératoire dans son action. Donc pour bien donner pour que Sanga puisse bien consommer les bières, Sanga d'une nuit, Denis avait donc commandé auprès des vendeurs de bouffe, aligné le long du mur du bar à l'extérieur, un bon plat de maquereau braisé bien pimenté. Au Congo, généralement on appelle ça le mot seka. Donc ce poisson, comme vous le savez, hein, que les soulards aiment bien savourer pour faciliter le passage de la bière. Donc voilà, il commanda le poisson et les bières ne faisaient que couler à flot. Et une bonne rumba a envoyé Denis sur la piste de danse avec cette dame. C'est les pas de danse que vous voulez voir à Mouf. En tout cas,
Les pas de danse lui ont permis de s'assurer auprès de sa partenaire que la soirée devait se terminer dans une chambre d'hôtel, que la soirée devait être pimentée et bien pimentée. Content comme un petit diable, Denis a vu son objectif majeur de la soirée être atteint. Mieux de lui. Eh Dieu, voilà un homme marié, père de famille de surcroît, qui doit en principe rentrer chez lui après le travail, rester près de sa femme et de ses enfants. Le voilà donc qu'il négocie dehors une aventure, comme d'habitude, une aventure d'une nuit avec une personne qu'il ne connaît pas. Les hommes, yes. Bref, c'est au rythme d'un casier de bière que Denis a fini en fait par se saouler et confier son porte-monnaie à la dame pour les dépenses de la soirée. Entre-temps, l'heure ne faisait qu'avancer et vers minuit, il était totalement ivre et il a demandé en fait à la dame de le prendre par la main afin de le conduire à l'hôtel le plus proche pour matérialiser le contact physique. Ce qui lui arriva alors. Gang, gang, gang. N'est-ce pas, ils sont quoi à l'hôtel pour vivre le mouniengue. Bref, le lendemain, ce qui arriva au... Denis se souvient en tout cas avoir pris une chambre d'hôtel avec cette dame. Il se souvient bien avoir fait l'amour avec elle, mais ne comprenait pas pourquoi le lendemain matin au réveil, il s'est retrouvé sur une tombe avec la photo de la dame encastrée au cimetière public de Mongo Kamba à Pointe-Noire. C'est un cimetière connu, Mongo Kamba. Donc bon, imaginez un peu la suite. Mettez-vous un seul instant dans la peau de Denis. Aïe, paniqué et surpris. On va dire comme un canard devant une brosse à dents. Parce que qui lui arrivait, ce qu'il vivait, il a d'abord pissé sur lui. Ensuite, il a chié au... Comme on dit souvent, tu marches. N'est-ce pas, un jour, ça te cale au cou. Denis s'était mis à courir dans tous les sens. C'est-à-dire, le genre, tu cours, tu dis, gars, mes jambes. Quand je vous porte souvent aujourd'hui, là, vous allez sauf que me porter. C'est alors la qualité, là. Donc, recueilli par les gardiens du cimetière, il leur a expliqué, en fait, ses malheurs. Avant de s'entendre dire par ceux-ci que cette dame était bien évidemment morte et qu'elle opérait en fait dans les bars de Pointe-Noire depuis un moment. Les gardiens du cimetière, pris de compassion, ont décidé de le ramener chez lui. Il avait encore gardé un peu de lucidité pour retrouver le chemin de sa maison. Mais alors, en plus du pipi et des selles qui étaient sur lui, il ne faisait que vomir. Il était dans un état difficile. En le ramenant donc chez lui, les gardiens du cimetière lui ont dit de se mettre immédiatement dans le régime, ou encore on va dire dans un rythme de combat spirituel. Et ce dans l'immédiat, faute de quoi il n'allait pas du tout survivre. Il lui fallait trouver des vrais prêtres, des vrais pasteurs, pour éviter en fait que cette dame ne vienne prendre son âme la nuit. Donc il fallait agir dans l'immédiat. Denis a perdu connaissance pendant quelques heures et lorsqu'il a retrouvé ses forces, Denis a eu besoin de sa femme. À ce moment-là, il s'est souvenu que son épouse était très engagée dans des activités paroissiales, chorales, renouveau charismatique, etc. Donc, Ma Léonie, au parfum donc de l'affaire, a marché ce jour-là d'un pas pressé vers la paroisse afin d'y rencontrer Papa Daniel, le berger du groupe de prière, pauvre femme. Les gardiens du cimetière Mongo Kamba, pris de compassion, comme je disais, en fait, ils l'ont laissé là. Donc c'est Ma Léonie, voilà, elle s'est mise à pleurer dans la prière, à pleurer à chaudes larmes. Elle a invoqué le Seigneur, elle a supplié le Seigneur, elle a prié. Alors, elle allait voir justement Papa Daniel. Et Papa Daniel, marqué en fait par ce qui arrivait au mari de sa sœur en Christ,
et accompagné des jeunes intercesseurs de la paroisse, il s'est rendu au domicile de Mère Léonie afin de délivrer Denis. Donc, il a commencé par des messages d'amour, de pardon, de paix de la part du Christ afin d'engager une longue prière de délivrance sur Denis. Une prière qui a duré près de 5 heures de temps, sans arrêt, c'est-à-dire 5 heures de temps, avec à l'appui un bain qu'on a pu faire, un bain de purification, bien évidemment, qu'on a pu faire à Denis. Donc voilà, en conclusion, la prière de délivrance avait bien marché en fait, délivré donc des tourments de ses péchés. Denis, qui est mort il y a je crois 9 ans de cela, avait arrêté de boire, il ne sortait plus le soir. Désormais, il était devenu fidèle et très fidèle à sa femme qui vit encore et qui est toujours attachée à la prière. En tout cas, plus fidèle que Denis, il n'y en avait pas. Donc ses enfants également avaient réussi et l'aîné travaille aujourd'hui à la Banque mondiale hein, à Washington. Donc, et c'est les deux que vous voulez confirmer. Donc voilà comment la grâce divine en fait est passée dans cette famille, sûrement grâce à son épouse, à Mère Léonie, qui a toujours fléchi ses genoux au sol pour son époux et ses enfants, malgré les devoirs de ce dernier. Donc la question à se poser, comment coucher avec une révénante et continuer à vivre? En fait, c'est ça la véritable question. Comment... Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. La question, c'est comment coucher avec un revenant et toujours vivre. Hey! Tous ceux qui ont demandé comment faire pour... comme sur YouTube, sur Facebook, on ne demande pas. On ne... n'envoie pas les cadeaux et tout. Écrivez inbox pour tous ceux qui veulent supporter avec quoi que ce soit, n'importe quoi, même 100 francs, c'est important. C'est la connexion internet qu'on peut gérer. Donc, vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp sur la page ou laisser un commentaire, on va vous répondre. Tous ceux qui disent souvent que oh, le Congo, tu oublies le Congo, tu oublies le Togo. Prenons une histoire du Congo. Bonjour DMG, meilleure et respectueuse salutations à vous. Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour tout le travail impressionnant que vous faites. Ouais, tout ce travail de sensibilisation à travers ces histoires qui se racontent sur votre page, c'est formidable. Parce que le plus important, c'est en fait la leçon que nous en tirons à la fin. Ça nous met en alerte, ça nous sensibilise et ça nous permet en fait d'être en éveil et de connaître en fait, de savoir qu'il se passe en fait des choses dans ce monde. Donc vraiment chapeau, félicitations et merci aussi à tous ceux-là qui s'expriment, à tous ceux-là qui partagent leur vécu, qui partagent voilà toutes ces histoires. Merci à tous. Alors ce soir, moi je suis du Congo-Brazzaville et je vais vous conter une histoire qui m'a été... c'est ma maman qui me l'avait racontée. Ça s'est déroulé à Brazzaville autour des années 1978-1979. Alors, ma maman avait une voisine au quartier Makelekele, un quartier qu'on appelle quartier chic, Makelekele. Donc, c'est l'arrondissement 1 de Brazzaville, en passant. Et donc, maman avait une voisine qui s'appelait Marie. Et Marie, elle était là, elle vivait avec, dans la maison familiale avec sa maman notamment. Et elle avait un amant au nom de Joseph, un bon coureur de jupons, aux paroles mielleuses. Voilà. Mais c'était le genre de gars qui apparaissait, qui disparaissait, qui réapparaissait dans sa vie. Vous voyez un peu, genre, vous sortez avec un gars, et puis voilà, il est là, il manifeste sa présence, après un moment il disparaît, le jour il réapparaît, il vous raconte des histoires, et puis voilà. Et Marie, bon, elle prenait son nom comme tel, et vous savez, autour de ces années-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable, et on ne retrouvait pas les téléphones fixes, en réalité dans toutes les maisons. Alors ce qui s'est passé,
Joseph jouait sa vie, voilà, donc il venait baratiner Marie, il était ensemble avec lui, après il pouvait disparaître 2 mois, 3 mois, il réapparaissait, ainsi de suite. Entre-temps, ce qui s'est passé, Marie était décédée, donc Marie est morte, on a organisé ses obsèques, on l'a enterrée. Alors vous savez, au Congo c'est un peu différent. Au Congo-Brazzaville, c'est un peu différent du Cameroun, que je maîtrise bien. Au Cameroun, comme vous le savez, à 80%, je dirais, on enterre les gens chez eux, c'est-à-dire au village. Et même quand on est au village, on enterre généralement, dans la plupart des cas, chez soi. Contrairement au Congo-Brazzaville, où on enterre en fait au cimetière, c'est-à-dire même si on t'enterre au village, mais ça ne sera pas dans ta parcelle, ça ne sera pas chez toi, ça sera au cimetière. Donc, au Congo, donc, il y a cette politique-là, c'est en fait les cimetières publics, voilà, qui dominent dans la plupart des cas à 90%. Donc, que tu meurs à Brazzaville, pas question de t'emmener au village, exceptionnellement oui, mais très souvent, on va t'enterrer à Brazzaville. Tu meurs à Pointe-Noire, on va t'enterrer à Pointe-Noire au cimetière, etc. Donc, Marie est décédée. Et donc, à Brazzaville, à l'époque, on enterrait au cimetière de Mukundingwaka. Donc, Mukundingwaka, c'est un quartier de Brazzaville qui est dans Makele-Kele. Donc, c'est là-bas, c'était le cimetière public de l'époque. Et donc, on enterrait à Mukundingwaka. Sauf que Joseph n'était pas au courant. Comme il avait l'habitude voilà, de disparaître, il pouvait disparaître pendant 2 mois et réapparaître. Et donc, entre-temps, sa dulcinée était décédée. Voilà donc qu'est-ce qui se passe. Un jour, voilà, il se pointe, il se dit, ah tiens, laisse-moi aller rendre visite à ma dulcinée. Donc, il s'emmène, il arrive. Et arrivé chez Marie, il trouve Marie devant sa véranda, assise. Elle prenait un peu de l'air, il était autour, il devait faire 17h30, 18h. Donc, il commençait quand même à faire légèrement nuit. Donc, il trouve Marie là. Oh, ma chérie, comment tu vas? Marie dit, ah ouais, c'est ça. Donc, toi, voilà, tu veux pas changer, tu apparais, tu disparais comme tu veux. Est-ce que tu trouves ça normal et tout? Et Joseph lui dit, non, t'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Hein, tu sais, je t'aime, j'étais en déplacement et tout. Donc, il a encore commencé son baratin. Il dit donc à Marie, mais attends, fais-moi entrer, hein. Moi, je veux prendre un petit, voilà, je vais passer un peu du temps avec toi. Marie lui dit, non, désolé, parce que j'ai de la visite. Il y a la famille qui va arriver, donc voilà, je préfère que tu reviennes demain. Il dit, ah, d'accord, je serai là. Marie lui dit, je suis même pas sûre que tu reviendras. Il dit, non, non, je serai là. Marie dit, bon, d'accord, je veux en être sûre. Alors, ce qu'on fait, tu me passes ta veste, ton costume. Comme ça, au moins, ça va te motiver à revenir demain. Le gars dit, bon, tiens, il n'y a pas de problème, je vais rentrer son costume chez moi, juste pour te prouver que demain, je serai là. Donc, voilà comment il prend le costume, il remet à Marie. Donc, ils se disent à demain, ils s'embrassent, et puis le gars s'en va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le gars se pointe, il arrive. Chez Marie, curieusement, quand il arrive, il constate que l'aspect, en fait, est bizarre. Il constate devant la véranda, c'est sale, genre on n'a pas nettoyé depuis un bon bout de temps, il y a de la poussière un peu partout. Il y a même des toiles d'araignée, c'est pas habité. Il dit, mais attends, hier, ça n'avait pas cet aspect, qu'est-ce qui se passe? Alors, il appelle, il essaie de cogner, il essaie de frapper à la porte, il n'y avait personne, et ça l'intrigue, en fait. Tu vois, genre, maison abandonnée, on n'a pas ouvert depuis et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière la concession, parce que Marie, en fait, c'était le genre de maison, il y avait en fait un studio, juste qui donnait à la ruelle, à la rue. Et donc, ça, c'était le studio qu'occupait Marie. Et les parents étaient un peu derrière, sa maman, en fait. Donc, il fait le tour. Il entre dans la concession. Il voit la maman de Marie. Bonjour, maman, je vais voir Marie. Sa maman, subitement, se met à pleurer.
Donc pour la maman, c'était comme, en fait, on venait remuer parce que la douleur était encore là. Et pour l'histoire, Marie était en fait l'unique enfant de cette femme-là. Donc c'est comme si on venait remuer le couteau dans la plaie. Alors, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer, et le monsieur était là hébété, il ne comprenait pas. Il s'est dit, ben tiens, comme Marie est souvent insolente, peut-être qu'elle a dû insulter sa maman, et puis voilà. Et les voisins sont donc arrivés. Les voisins ont accouru pour venir voir en fait ce qui se passait. Les voisins se sont dit, en fait, tiens, c'est de la famille. Un peu lointaine, un peu éloignée. Vous savez, à cette époque-là, comme je disais tantôt, il n'y avait pas de téléphone. Donc, généralement, on faisait les faire-part d'essais se faisaient par des communiqués. Donc, les parents mettaient la radio. Et une fois que tu ratais le communiqué, en fait, tu n'avais pas, soit c'était par télégramme, le communiqué. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et puis aussi, chez nous, à l'époque, il y avait, tu vois, les maris, c'était le genre, leur village était frontalier avec la Centrafrique. Et donc, eux, pour arriver à la capitale, ils prenaient 2 semaines environ en route. Donc, du coup, les gens se sont dit, ah voilà, donc c'est la famille lointaine qui arrive. Ils n'étaient pas là pendant les obsèques. C'est maintenant qu'ils arrivent, donc les voisins et tout, y compris ma maman. Tous viennent donc autour de, en fait, chez les maris. Quand ils arrivent, ils regardent le monsieur, on salue le monsieur qui est là. Il dit, ben moi, je comprends pas. Moi, je viens demander qu'est-ce qui se passe. Je viens demander, je sors avec Marie. Je l'ai vue hier. Et là, j'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui. Et je viens, je demande à sa maman. Sa maman se met à pleurer. Les gens disent, mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On a commencé à menacer le monsieur. Tu es un menteur. Marie est décédée, ça fait 2 mois. Le monsieur qui dit, c'est vous les menteurs. Donc, la bagarre a commencé. Le monsieur dit, mais attendez, vous me prenez pour un fou? Hein? Voyez là, j'ai pas de costume parce que j'ai laissé mon costume hier. J'ai laissé ma veste. Hein, j'ai laissé ma veste à Marie et tout, je l'ai vu de mes propres yeux. Permettez la répétition. J'ai la tautologie. J'ai vu Marie de mes propres yeux. C'est pas normal. Hein? Tant que j'ai pas vu, bon, si c'est vrai que Marie est décédée et que c'est son fantôme que j'ai vu hier, alors on doit aller voir, on doit se rendre sur la tombe de Marie. Donc il y avait la gendarmerie à côté, donc on a fait appel aux gendarmes. Je pense 2 gendarmes sont arrivés. Comme les cimetières de Nkuniwaka, c'est dans Makele en fait, donc c'était pas très loin. Ils ont pris des taxis et tout, et autres. Donc quand ils arrivent, et les cimetières sont bien organisés. Quand vous arrivez, donc c'est, voilà, donc c'est vous avez l'année, vous avez le mois, etc. Donc l'année, ils ont juste suivi l'année, puisque c'était la même année. Et donc ils n'ont pas mis du temps, hein, facilement, ils ont retrouvé la tombe de Marie. Et quand ils arrivent sur la tombe, voilà, ici repose Marie, blablabla, bla, 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 décédée le. C'était plaqué là. Et sur la croix, la veste du monsieur. Alors, quand il a vu, ben, courageux qu'il était, il a repris sa veste, il est parti. Donc, voilà, c'était un peu ça l'histoire. Maintenant, la moralité, la leçon, en fait, c'était Marie, en fait, hein, ce qu'on peut comprendre de cette histoire-là. Il a juste voulu que ce monsieur-là, tu vois, et elle n'était jamais contente de son comportement. Tu vois, comment tu peux vivre avec quelqu'un et tu donnes pas de tes nouvelles, tu disparais, tu réapparais dans sa vie. Et donc, c'était en fait une leçon pour dire, prenons toujours, lorsque nous sommes attachés à quelqu'un, soyons vraiment attachés. Vous voyez, de telle sorte que, voilà, qu'on soit toujours au courant. Qu'on soit toujours au courant. Donc, c'est aussi une leçon qu'on peut tirer, hein, C'est, pour moi, c'est une leçon. Elle n'avait pas voulu faire du mal à ce monsieur, mais lui faire comprendre, en fait, voilà, tu es en train de payer de ton comportement. Voilà, tu m'as perdu pour toujours et tu n'étais même pas au courant. Et voilà. Donc, c'était un peu ça, la scène. Et voilà. Merci beaucoup et je reviendrai de temps en temps pour vous raconter d'autres histoires. J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. C'est juste le temps qui me manque souvent. Alors, je vous fais des gros coucous. Hein, et c'est depuis Addis Abeba en Éthiopie, ma ville de résidence. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Et il a dit, ça y est vraiment. Et c'est que parfois les histoires c'est un peu long, ça fatigue, mais après ça, encourager les narrateurs à raconter les histoires, c'est ça le truc. Donc on va passer à la 20e histoire. Bonjour DMG, bonne année. Bon, je sais pas comment commencer, mais mon histoire, c'est
C'est l'histoire de ma grande sœur. Ma grande sœur qui avait aimé un homme qui avait beaucoup d'argent. Et ma grande sœur, elle s'était fait tatouer. Donc, elle a des tatouages partout. Des mains, partout, les pieds, bref. Elle s'était tatouée lorsqu'elle était toute jeune. Chose que bien maintenant, elle regrette même. Mais elle a des tatouages partout. Lorsqu'elle rencontre cet homme, il a beaucoup d'argent, un homme d'affaires. Ils ont papoté, papoté. Elle m'amenait souvent. On partait manger, on partait boire. C'était bien quoi. Il lui présentait ses amis. Un jour, elle rentre, elle me dit, le monsieur lui a dit que ces tatouages qu'elle a, si elle accepte que ces tatouages le protègent, elle va beaucoup en bénéficier. J'ai dit, comment ça? Mais comment lui peut te proposer que tes tatouages le protègent? Ça veut dire quoi? Elle dit, ah, c'est ce qu'il a dit, qu'elle-même n'a rien compris. Je lui dis, ce n'est pas bon. C'est comme ça que nous sommes comme ça à la maison un jour. Elle me dit qu'elle est en train de sortir, que je l'accompagne. Je lui dis, moi je ne me sens pas bien. J'avais mal à la tête le jour-là parce que là j'étais en classe de première, donc je préparais même un examen officiel. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas me rendre. J'ai mal à la tête. Comme moi je ne comprenais pas les mathématiques, j'ai essayé un peu de faire mes exercices de mathématiques et ça me fait mal à la tête, donc je vais un peu me reposer. Je me couche. Lorsque je me couche, j'ai laissé, elle s'apprêtait pour partir. Je m'allonge. Lorsque je m'allonge, c'était comme un sommeil réel. C'était comme un sommeil réel. Donc, c'était comme si j'étais éveillée, comme si je dormais. Je rêve que elle et moi, on se rendait là-bas. On est parti, on est arrivé chez le monsieur en question. Dès qu'on est arrivé comme ça, il nous a proposé à boire. Moi, j'ai dit que non, moi, je ne veux pas boire. Parce que je compose. Pour moi, c'était seulement je compose. Je dois composer un examen. Donc, du coup, j'évite la boisson. Il a déposé une bouteille de whisky. Dans ce rêve réel, il a déposé une bouteille de whisky. Ma soeur a commencé à boire. Moi, j'ai bu de l'eau, j'ai pris de l'eau. Je lui ai même demandé s'il avait un jus au frigo. Il m'a dit non. Bon, moi, j'ai commencé à boire de l'eau. Après, nous sommes restés. Il est entré dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il revient. Lorsqu'il revient, il commence à dire à ma soeur que protège-moi, protège-moi, protège-moi. Il regardait ma soeur, il parlait. Dans le rêve là, j'ai pris peur. Dans le rêve là, j'ai pris peur. Il dit, fais-moi, protège-moi dans tes tatouages là. Protège-moi dans tes tatouages. Elle était là. On a pris peur à deux. Elle dit, mais comment ça, elle te protège dans mes tatouages? Il dit, on veut me faire du mal. On veut me faire du mal. Protège-moi, protège-moi. Fais-moi entrer dans tes tatouages. Fais-moi. Je dis, fais entrer dans tes tatouages. Comment? Il a commencé à faire bizarre. Il a commencé à changer. Devenir très bizarre. Je dis, mais j'ai commencé à prendre peur. Elle-même, elle avait peur. Du coup, elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée comme ça, il a fait comme un oiseau qui voulait s'envoler. Ou peut-être, je sais pas, il faisait bizarre directement. Je me suis mise devant ma soeur, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, rien du tout. Tu ne vas rien lui faire. J'ai commencé à invoquer. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre. Il a commencé à dire, dégage devant moi. Quitte devant moi. Sinon, j'ai dit que nous sommes scellés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a aspergés. Le sang de Jésus nous asperge. Je te jette dans les feux de l'abîme. Tu vas calciner au nom de Jésus. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur, invoquer le sang de Jésus, invoquer, boum, aussitôt, je me suis réveillée. Lorsque je me réveille dans la chambre, j'étais couchée là. J'étais couchée, je transpirais, c'était comme un rêve vraiment réel. Je transpirais, je me lève directement, je sors, je commence à regarder que elle est où, il y avait ma petite soeur qui était là. Je lui demande que ma soeur est où. Elle me dit, elle est déjà sortie là. Directement, je prends le téléphone, je commence à l'appeler. J'ai appelé peut-être 2 fois.
Elle n'a pas répondu. J'ai continué à insister. Finalement, elle a pris le téléphone. Je lui ai dit, comme tu vois là, si tu pars là où tu pars là, tu pars mourir. Rentre à la maison. Elle me dit, mais comment ça? J'ai dit que c'est très urgent. C'est une question de vie ou de mort. Rentre à la maison. Elle me dit, ok, j'ai compris. Elle me dit, mais je sais quoi? J'ai dit, rentre à la maison. Je vais te raconter. Là où tu pars là, sache que si tu pars, tu ne rentres plus. Directement, elle m'a écouté, elle est rentrée à la maison. J'ai fini de lui raconter l'histoire. Dès que j'ai fini de lui raconter l'histoire comme ça, elle a dit merde. Elle avait même comme l'impression, c'était comme si elle ne me croyait même pas parce que c'était un vendredi que le rêve là s'était passé. Un vendredi. Après, on est passé sur ça. Je lui ai dit ne tente pas, même si t'appelles, ne pars pas. Et il insistait. Tu es où? Je viens te chercher. J'ai dit que ne pars pas. Si tu pars, c'est ton problème. Maintenant, comme on était vendredi, dimanche comme ça, ils avaient le 2-0. Ils jouaient, apparemment ils jouaient au stade. Après, on nous a seulement appelé, l'une des contacts avec qui il marchait là-bas, appelé ma soeur que dimanche là, au 2-0, il est tombé au stade et il est mort. Donc, il est tombé au stade, il est mort comme ça, brutalement. On ne sait pas ce qu'il a tué, mais il est tombé, il est mort jusqu'aujourd'hui. Donc, je voudrais sensibiliser nos sœurs là, que vraiment, lorsqu'un rêve te montre quelque chose, prends ça en considération, faut pas négliger, il faut pas avoir les longs yeux, quoi. Ok, merci, c'était mon histoire. Voilà, c'était ça. On va faire ce genre de live si régulièrement parce que vraiment c'est intéressant. Je ne m'attendais même pas à voir c'était un tel résultat. Merci à vous tous. On va essayer quand même les appels de Facebook là pour voir comment ça se passe.